Salut les amis. Bon, on s'attaque à un très gros sujet aujourd'hui. On va essayer de prendre le temps de faire les choses bien, vous le savez, c'est ce que je défends ici. Et c'est pas toujours à mon avantage lorsque je prends le temps, que je travaille les sujets. En général, c'est pas les vidéos qui fonctionnent le mieux parce que les gens aujourd'hui veulent du prêt-à-penser, du vite fait. Et ça, je me l'interdis. Je peux faire des erreurs, des approximations, mais là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, qui pour moi risque d'être un des sujets majeurs de 2026, on va prendre le temps et faire le taf. Et pour ça, je vais vous encourager, comme d'habitude, à regarder la vidéo jusqu'au bout. Au pire, si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, que vous n'avez plus la patience d'aller jusqu'au bout d'une vidéo, vous la laissez tourner en fond, vous la likez, vous la commentez, vous la partagez, bien entendu, et vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné, parce que j'aimerais beaucoup que on soit tous prêts à encaisser ce qui risque d'arriver pendant 2026 et probablement après. On a vu depuis quelques années les George Floyd, les différents événements qui ont été montés en épingle par la gauche américaine, provoqués par la droite américaine, et qui vont petit à petit amener à ce que nous vivons aujourd'hui, qui sont pour moi les prémices d'une guerre civile possible aux États-Unis et par effet domino dans d'autres pays occidentaux et peut-être en France. Fake news, certains me diront, ouais, peut-être que je me trompe, mais c'est pas une fake news. Là, je ne suis pas Madame Irma, je ne fais qu'exposer une théorie possible. Pour remonter un petit peu le fil avant d'approfondir sur le sujet, on va se faire deux articles, un de CBS News et l'autre de Reuters, qui est un peu l'AFP anglo-saxon. Et ça va nous permettre de reprendre les événements depuis le début. Alors pas depuis le tout début, les George Floyd, les machins, on va pas faire toute l'histoire, mais depuis le début de ce qui se passe à Minneapolis, qui est l'épicentre de la répression anti-immigration de Trump et par conséquent qui devient également l'épicentre de la lutte gauchiste euh, aux États-Unis. Et donc du coup, pour savoir un petit peu où on va, il faut d'abord analyser tout ça. Donc, on va partir sur ce premier article donc de CBS News qu'on va lire ensemble. Et on va ensuite discuter un peu de tout ça. Donc, l'article est traduit par Google Trad. Donc, il se peut qu'il y ait des petites erreurs. Par exemple, Ice, il l'appelle Glass. Donc, je traduirai petit à petit quand il y a besoin. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un article américain. Minneapolis, épicentre de la répression anti-immigration de Trump, arrestations, manifestations et 2 fusillades mortelles par des agents. Alors on va voir après, ce ne sont pas des fusillades mortelles. Il y a une petite exagération sur les termes. La mort d'Alex Pretty, donc ça c'est très récent, 37 ans, abattu samedi par des agents de la patrouille frontalière, a encore exacerbé les tensions à Minneapolis, ville désormais au cœur du conflit américain sur l'application des lois sur l'immigration. Alors, première chose, l'ICE existe depuis très longtemps. Sous les mandats d'Obama, il y a eu 50 morts provoquées par l'ICE. On n'en faisait pas tout un foin. Aujourd'hui que Trump est à la Maison Blanche, là, bizarrement, ça pose problème. Bon, première petite chose, voilà, ce n'était pas comment dire, des fusillades en tout cas. C'est le fonctionnement normal d'ICE. Je dis pas que c'est bien, attention, on va en discuter. Mais je dis juste que lorsqu'il y a une ligne directrice qui est prise par un gouvernement, forcément, ce genre de choses peuvent arriver. Je dis pas que c'est bien, on va essayer de comprendre après pourquoi c'est arrivé et le fait que les manifestants anti-ICE ne sont pas étrangers à ces incidents. Et ensuite, on va approfondir le sujet. Le meurtre de Pretty est survenu moins de 3 semaines après que René Good, une autre résidente de Minneapolis et citoyenne américaine, ait été abattue par un agent de l'immigration and Custom Enforcement, l'ICE. La traduction est bonne. Au total, 3000 agents de l'ICE et des douanes et de la protection des frontières sont actuellement déployés dans la ville. Environ
soit environ 5 fois plus que le département de la police de Minneapolis, qui compte environ 600 agents. Un haut responsable de l'ICE a déclaré dimanche que les agents fédéraux avaient procédé à environ 3400 arrestations dans la région, sans toutefois préciser le nombre de personnes arrêtées, de personnes arrêtées avaient des antécédents judiciaires. Voici un aperçu du déroulement de la répression menée par l'administration Trump à Minneapolis et des événements majeurs qui ont placé cette ville du Midwest sous les feux de la rampe nationale et internationale, parce que oui, ça n'est pas resté qu'aux États-Unis. 1er décembre, donc 2025, l'ICE lance une opération de répression dans la région de Minneapolis. L'ICE a lancé l'opération Metro Surge dans la région de Minneapolis au cours de la première semaine de décembre dernière, en date d'une série de répressions anti-immigration menées par l'administration Trump et ciblant des communautés démocrates. Pardon. CBS News a rapporté à l'époque que l'ICE prévoyait de cibler, entre autres, les personnes faisant l'objet d'un ordre d'expulsion, notamment les immigrants somaliens, une population que le président Trump a vivement critiquée. Alors, quand il explique ça, ils ont oublié, alors peut-être est-ce voulu, je ne sais pas de quel côté se trouve CBS News, c'est juste que j'ai trouvé l'article plutôt équilibré, et du coup, il faut préciser que quand il dit immigrants, ce sont des illégaux. Les immigrants légaux ne sont pas traqués. Ce sont les immigrants illégaux. Qu'on le veuille ou non, Trump a été élu pour faire notamment ce qu'il est en train de faire. Et donc du coup, vu que ce sont des illégaux, en soi, son action n'est pas illégale. Je ne dis pas que c'est moral, je parle de l'égalité, chose qui est souvent très chère à la droite comme à la gauche. Le Minnesota s'est retrouvé sous les feux des projecteurs nationaux en raison d'une série de fraudes présumées ayant coûté des milliards de dollars au programme d'aide sociale de l'État financé par le gouvernement fédéral. Monsieur Trump a attaqué les responsables de l'État au sujet de ces scandales, en s'attardant notamment sur le fait que la plupart des dizaines de personnes inculpées étaient d'origine somalienne. En fait, pour vous expliquer rapidement, c'était une crèche qui touchait des aides fédérales, donc du coup de l'argent, ça représente sur 10 ans, je crois, des millions de dollars, et en fait, ils gardaient rien du tout. C'était un bâtiment vide, ils ne gardaient pas d'enfants, ils touchaient juste l'argent. C'est pas mal ça, hein. Et donc du coup, forcément, ils y ont mis fin. Cet État abrite la plus importante population somalienne-américaine du pays, dont la grande majorité sont des citoyens américains, il faut le préciser, soit de naissance, soit par naturalisation, selon les données du recensement. Donc ça, c'est un peu le background. Il y a commencé à avoir des arrestations. Visiblement, à Minneapolis, il y avait beaucoup de problèmes liés à l'immigration, des fraudes, comme on voit là. Et donc du coup, eh bien, comme dans toute fraude, la justice agit. Encore une fois, je ne parle pas des gens en particulier, je parle d'une situation globale. D'accord? Que ce soit dit, c'est important. 26 décembre, une vidéo virale dénonce les fraudes dans les garderies du Minnesota. C'est ce dont je vous parlais. Dans une vidéo YouTube devenue virale et publiée le lendemain de Noël, l'influenceur conservateur Nick Shirley a visité une douzaine de garderies dans la région de Minneapolis, les accusant de recevoir des fonds publics sans fournir aucun service. La vidéo, qui a cumulé près de 4 millions de vues sur YouTube, a été relayée par le vice-président J.D. Vance et la procureure générale Pam Bondi. Donc en fait, en gros, dans la vidéo, il arrive devant la garderie, il dit: est-ce qu'on peut voir si effectivement vous gardez des enfants? Puisque vous avez touché des millions de dollars, on veut voir si vous gardez des enfants. Ils n'ont jamais pu rentrer. Alors que, voilà, il aurait suffi de montrer les gamins, c'était bon. Mais non, ils n'ont pas voulu montrer. Les inspecteurs de l'État ont ensuite visité plusieurs garderies mentionnées dans sa vidéo et ont déclaré que 9 d'entre elles fonctionnaient comme prévu. Sur 12. 9. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 qui ne fonctionnaient pas comme prévu. 8 de ces établissements accueillaient des enfants lors de l'inspection et le 9e était encore fermé ce jour-là. A indiqué le département de l'enfance et de la jeunesse des familles de Minnesota. L'un des centres a fermé ses portes début janvier. Donc s'il a fermé ses portes, c'est qu'il y avait tricherie.
29 décembre, l'ICE envoie des agents visiter des entreprises de la région de Minneapolis. Quelques jours après la publication de la vidéo de Shirley, des agents du service des enquêtes de sécurité intérieure de l'ICE ont été dépêchés à Minneapolis pour effectuer des visites dans plusieurs dizaines d'entreprises. La secrétaire à la sécurité intérieure, Christine Noem, a déclaré qu'il supervisait une vaste enquête sur les services de garde d'enfants et d'autres fraudes généralisées. Donc vous voyez, c'est pas uniquement sur ces services-là, mais en tout cas, de grandes irrégularités ont été repérées. Et donc, quand c'est comme ça, bah, ça rigole pas là-bas. Si jamais tu fraudes aux États-Unis, chez nous, tu prends une tape sur la main. Si t'es honnête, tu t'en prends plein la gueule. Si t'es malhonnête, voilà, en France, on te laisse. T'es pas solvable de toute façon. T'as touché des aides. Et le truc, c'est que ce qui se passe aux États-Unis est surtout là pour dissuader également les suivants de vouloir tricher. Et ça, c'est le problème, c'est que bien souvent, bah, en fait, vu qu'il n'y a aucune dissuasion, en France, tu peux être illégal, faire des conneries, tu ne seras pas renvoyé, tu ne seras pas condamné ou alors à peanuts parce que bah, t'es pas solvable et tu te retrouves le lendemain dans la rue. Aux États-Unis, ça rigole moins. Et qu'on le veuille ou non, s'il y a ce genre de problème et qu'on ne réagit pas, eh bien, on se retrouve dans une situation qui va être terriblement compliquée et ça va monter et ça va créer des tensions. Ce qu'essaye de faire l'ICE aujourd'hui, c'est éviter la montée des tensions parce qu'il y aurait des conflits au sein de la population américaine. Sauf que bah, c'est un peu con parce que les faits d'éviter de faire monter les tensions fonctionne pas puisque ça fait monter les tensions actuellement. 5 janvier, des milliers d'agents fédéraux supplémentaires sont déployés. Donc on voit, ça monte de plus en plus dans les tours. Environ une semaine après la diffusion de la vidéo de Shirley, CBS News a été le premier média à annoncer que l'administration Trump allait déployer 2000 agents fédéraux de l'immigration supplémentaires dans les villes jumelles de Minneapolis et Saint-Paul. Ça commence à faire beaucoup de monde tout ça. On passe de 3000 à 5000, c'est énorme. 5000 personnes. Faut se rendre compte, même si c'est une ville immense, c'est énorme. Le département de la sécurité intérieure a par la suite qualifié ce déploiement d'opération la plus importante de son histoire. Et puis on voit Alors il y a un mec, là c'est une arme de paintball hein, qu'il a. Hein. Je sais pas si vous voyez là au milieu, ça c'est une arme de paintball. Hein. Alors je ne sais pas à quoi elle va lui servir. Alors peut-être que ça envoie des cartouches de gaz ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, moi j'ai fait du paintball. Ça c'est une arme de paintball. C'est pas une arme à feu. Hein. Bon, celui de droite, a priori, je pense que c'en est une. Les renforts comprenaient des agents de la patrouille frontalière dont le commandant Grégory Bovino, qui avait auparavant dirigé des opérations d'application de la loi sur l'immigration de grande envergure et controversée à Charlotte, Chicago et Los Angeles. Alors, là où tout a basculé, là jusque-là, il y avait une montée de tension. Mais là où tout a basculé, c'est le 7 janvier. 7 janvier, René Good abattu par un agent de l'ICE. 2 jours plus tard, à Minneapolis, un agent de l'ICE a abattu René Good, 37 ans, alors qu'elle était au volant de sa voiture, provoquant l'indignation et déclenchant des jours de manifestation. Les vidéos de l'incident semblent montrer que la voiture de Good a été approchée par plusieurs agents de l'ICE et l'un s'est placé devant son véhicule. Good a reculé, a braqué et a commencé à avancer et l'agent devant le SUV identifié comme étant Jonathan Ross, a tiré plusieurs coups de feu. Alors, c'est pas évident parce que là, selon les points de vue des vidéos, dans certaines, on a l'impression qu'elle est passée à côté, qu'elle a reculé pour l'éviter. Dans une autre, à contrario, on a vu qu'elle essayait de lui rentrer dedans. C'est pas évident, mais l'agent, sous le coup de la panique, parce que il pensait se faire écraser, il a tiré. Je ne suis pas persuadé que c'était volontaire. C'est pas évident de savoir, mais en tout cas, lui va vous dire qu'il s'est défendu et ceux qui défendent du coup René Good vont vous dire que c'est volontaire et que il a voulu se faire une gauchiste. Parce que oui, René Good était là pour bloquer la route, pour empêcher les agents de l'ICE de faire leur travail. Je ne parle toujours pas de morale, je parle de légalité. Les agents de l'ICE étaient mandatés pour faire ce qu'ils faisaient. Elle s'est interposée
elle s'est interposée pour empêcher des agents fédéraux de faire leur travail. Encore une fois, je ne parle pas de morale, c'est très important parce que je le vois déjà arriver dans les commentaires. Monsieur Trump et des membres de son administration ont accusé Madame Good d'avoir intentionnellement percuté et tenté de renverser l'agent, un acte qualifié de terrorisme intérieur par Madame Nohen qui a blessé ce dernier. Les avocats de la famille de Madame Good ont déclaré que cette dernière et son compagnon observaient, alors c'est sa compagne, et ils ont dit son compagnon, mais en fait c'était sa compagne, c'est la traduction qui est mal passée, puisque cette femme vivait avec une autre femme. Ça change rien au propos. Observer des opérations de l'ICE. Ça c'est faux, elle avait mis sa voiture en travers. Voilà. L'analyse de la vidéo de la scène suggère que Madame Good aurait pu tenter de s'éloigner des agents et non de se diriger vers eux. C'est là que c'est un peu compliqué. Et comme on est dans un moment où les tensions sont exacerbées, c'est pas évident, hein, parce que d'un côté, on a les droitards qui vont dire « Elle a tenté de le percuter, c'est une sale gauchiste, elle a mérité son sort ». Non, c'était disproportionné, je suis pas sûr qu'elle méritait de mourir. Que par exemple, ils essayent d'empêcher le véhicule d'avancer, pourquoi pas, je sais pas si ça méritait 3 balles dans le coffre. Hein. Enfin, quand je dis le coffre, dans la tronche. Hein. C'était peut-être un petit peu exagéré. Cependant, à gauche, on nie quand même le fait qu'ils empêchaient l'ICE de faire ce pourquoi ils sont payés leur travail. Et on va vous dire qu'elle a délibérément foncé dessus. Je pense que ça peut se discuter. Elle a reculé pour ensuite aller vers la droite. Il était encore un petit peu sur sa trajectoire. C'est pas évident. L'analyse de la vidéo de la scène suggère... Voilà, pardon, ça j'ai déjà lu. Quelques heures plus tard, le maire Jacob Frey a vivement critiqué l'ICE. Alors, maire de gauche, je précise. En disant à l'agence, foutez le camp de Minneapolis. Oui, mais ils sont là de manière totalement légale. Voilà, si c'est comme en France, et on fera le parallèle plus tard, où tout le monde déteste la police, ou même des personnalités de gauche disent tout le monde déteste la police, oui, mais n'empêche qu'eux, ils sont là, ils font leur travail. Qu'on le veuille ou non, moral ou pas moral, ils font leur travail. Et donc du coup, en France, si en plus il y a une bavure, c'est pas comme aux États-Unis. Là, ils ont dit non, non, il s'est fait rouler dessus, il s'est défendu, la légitime défense fonctionne beaucoup mieux aux États-Unis qu'en France, et donc du coup, ce qu'il s'est passé là sera qualifié en légitime défense. En France, c'est différent. Naël a tenté réellement, par exemple, vu que c'est assez comparable, de rouler sur un policier qui du coup a tiré et l'a tué. Là, il y a une intention qui a été caractérisée. 13 janvier, des procureurs démissionnent sous la pression liée à l'enquête sur René Good. Au moins 6 procureurs de carrière du bureau et du procureur fédéral de Minneapolis ont démissionné, dont le procureur adjoint Joe Thompson, alors que le bureau subissait des pressions pour que l'enquête sur la mort de René Good soit traitée comme une agression comme un agent fédéral plutôt que comme une violation des droits civiques. Et ça, ce qui est dit, c'est très important. C'est-à-dire que il y a des pressions, et ça c'est pas normal, de l'administration pour que ce soit qualifié comme une agression contre un agent fédéral. Là, c'est aussi des choses que j'ai reprochées à l'administration Trump. Ils n'ont pas à exercer de pression sur les procureurs. Il faut que cette affaire soit traitée avec le plus de partialité possible. D'impartialité possible, excusez-moi, parce que si c'est traité de manière partiale comme ça l'est là, ça ne va faire qu'exacerber les tensions et rester jusqu'au bout. C'est là-dessus que je veux en venir. Il va y avoir énormément de conséquences à tout cela, y compris en France. On va y venir après. Un superviseur du FBI au sein de l'unité de lutte contre la corruption publique du bureau de Minneapolis a également démissionné par la suite, en partie à cause des pressions exercées pour interrompre l'enquête sur la fusillade de Good, a déclaré une source à CBS News. Par ailleurs, le bureau d'enquête criminelle du Minnesota s'est retiré de l'enquête sur la fusillade, affirmant que le ministère de la Justice, donc
aux mains des républicains avait empêché les enquêteurs de l'État d'accéder aux preuves. Et ça, c'est très mauvais. Parce que si ça agit comme ça ça ne va mettre que de l'huile sur le feu. 15 janvier, un agent de l'ICE blesse un homme à la jambe par balle lors d'une agression présumée à l'appel. À l'appel. Exactement une semaine après la mort de Good, le DHS a déclaré qu'un autre agent de l'ICE avait tiré sur un migrant vénézuélien qu'il tentait d'arrêter à Minneapolis. Selon le département, le migrant et 2 autres Vénézuéliens ont attaqué l'agent de l'ICE avec une pelle à neige et un manche à balai. L'agent, toujours selon le DHS, a tiré sur la cible initiale de l'opération, la blessant à la jambe à la suite d'une altercation. Le Vénézuélien a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger et a par la suite été inculpé par le ministère de la Justice et accusé d'avoir agressé l'agent de l'ICE aux côtés d'un autre migrant impliqué dans l'altercation. Alors le truc c'est que, même s'il y a peut-être de l'exagération de la part de l'agent de l'ICE, ça c'est probable, parce que forcément il va pas dire « Ah non, il faisait rien, je lui ai tiré dessus mais il faisait rien, il déneigeait ». Mais d'un autre côté, on a vu des vidéos de gens attaquant, filmant, emmerdant, empêchant de travailler les agents de l'ICE. Et donc forcément, la provocation peut entraîner l'altercation. Et qui dit altercation avec des hommes armés, dit que derrière, tu peux te retrouver blessé. C'est logique. Naël, lorsqu'il a décidé délibérément de rouler sur le policier qui l'a tué, s'il n'avait pas roulé, il ne serait probablement pas mort. Il aurait fait 3 semaines en prison maximum, un stage de citoyenneté et des cours de poney. Et voilà, il serait sorti et tout irait bien, il serait encore là aujourd'hui. Le problème, c'est que les provocations de gens armés, que ce soit en France, les policiers, les CRS. Alors, des fois, il y a aussi des abus, c'est évident. Je ne veux pas non plus dire que les policiers sont tout blancs, tout gentils et qu'en face, c'est que des méchants. C'est pas mon propos. Mais par contre, oui, si vous attaquez quelqu'un qui est armé, ça peut arriver qu'il y ait une réponse. Et sur le nombre d'arrestations, souvenez-vous, 3500 arrestations, il y a eu 3 attaques armées, 4, pardon, il y en a eu une 4e il n'y a pas longtemps. 4 attaques armées, 2 mortels, 2 morts, 3500 interpellations. Globalement, les chiffres sont pas si horribles. Et malheureusement, lorsqu'on veut agir pour pallier à un problème, quel qu'il soit, on prend toujours les risques en utilisant des hommes armés, qu'il y ait ce genre de choses. Donc si tu ne veux pas que ça t'arrive, alors c'est terrible à dire, parce que des fois c'est des gens qui ont fui des pays compliqués, mais évite d'attaquer ou de provoquer. Surtout si tu ne fais même pas partie de l'interpellation, comme la personne Madame Good, qu'on a vue juste avant. Il faut vraiment comprendre que d'un côté comme de l'autre, il se passe des choses, et plus les tensions vont monter, plus ce genre de choses vont arriver. 15 janvier, Trump menace d'utiliser la loi sur l'insurrection à Minneapolis. Et le terme est fort. Effectivement, à chaque fois maintenant que des agents de l'ICE vont quelque part, il y a des gens qui viennent, qui les filment, qui les provoquent, et une fois qu'ils les ont bien provoqués, filmés et emmerdés, ils vont filmer le moment où ils tirent ou voilà, où ils attaquent, et dire « regardez, ils sont en train d'attaquer, c'est des fascistes !» Oui, mais il y a eu des provocations avant. Et d'un côté comme de l'autre, on minimise les faits, on essaie de cacher un petit peu les faits. Et du coup, on se retrouve avec ce genre de situation. Et ça n'apporte rien de bon. C'est comme Naël. On monte le moment où il s'est fait tirer dessus. On oublie qu'avant, il roulait dans une voiture de location, qu'il était âgé de 14 ou 15 ans. Donc pas censé avoir le permis, peut-être 17 ans, mais il n'était pas censé avoir le permis. Il roulait dans une voiture beaucoup trop puissante pour lui, beaucoup trop vite, il a failli écraser du monde. Et ça n'est pas montré. Est-ce que c'est bien qu'il soit mort? Bien sûr que non.
On mérite pas de mourir à cet âge-là, même si on a fait beaucoup de conneries. Par contre, on mériterait des sanctions plus sévères. Et là, quand on essaie de rouler sur un policier, il peut y avoir des conséquences. Il faut arrêter de déresponsabiliser les gens en permanence. Et de l'autre côté, il faut arrêter de nier que des fois, oui, des bavures peuvent arriver. Faut pas dire non, non, il n'y a pas eu de bavure. Il faut dire il y a eu une bavure, mais ça ne serait pas arrivé si ceci, cela. Et qu'en face de dire oui, effectivement, il y a eu une bavure, mais on l'a un peu provoqué aussi, et pas de dire ah non, non, on n'a rien fait, il s'est rien passé. C'est toujours le problème, c'est qu'ils vont tous les deux tirer la couverture à eux, et on en arrive à faire monter les tensions et à arriver vers ce que moi je pense qui est une probabilité, c'est pas sûr, mais qu'il y ait une probabilité que ça puisse finir en guerre civile, ou tout du moins, comme là on vient de le voir, en insurrection armée. Parce qu'en plus, faut pas oublier que j'ai appris hier que les Black Panthers ont dit qu'ils allaient attaquer les agents de l'ICE. Je vais vous montrer un article après, ça peut aller très très loin. Attendez une seconde, tac, je reviens sur l'article. Je vais vous montrer l'article après, je vais vous le retrouver. Alors que les manifestants, ça j'ai déjà dit, si le président décide d'invoquer cette loi, cela pourrait ouvrir la voie au déploiement de l'armée, quand même, dans les rues de Minneapolis, malgré les objections des autorités étatiques et locales. Et si on en arrive là, ça va encore faire monter les tensions. Le problème, c'est que on fait quoi? Modèle français, on fait rien, on laisse. Ça crée des zones de non-droit, de l'insécurité. On ne dit rien aux délinquants, on les laisse faire leurs conneries, ça fait monter les tensions population contre immigrés, c'est ce qu'on est en train de voir en France, et ou l'autre possibilité, on fait comme aux États-Unis, réponse armée, dans le sens on envoie l'armée, on met clairement un stop à tout ça, mais forcément, toute la gauche va s'insurger, va dire que c'est la montée du fascisme, etc. C'est quand même pas rien, hein. C'est quand même pas rien. Pile je gagne, face tu perds. Ça fonctionne comme ça pour la gauche. Ça monte, ça monte, ça monte, mais attention, hein, les droitards ne sont pas non plus en reste malheureusement parfois, parce que n'importe quoi aujourd'hui que dise un gauchiste sur X, la droite le défonce, n'importe quoi qu'un droitard dise à gauche, aujourd'hui sur X, la gauche le défonce. Il n'y a plus de discussion. Plus tard dans la semaine, quelques 1500 soldats en service actif en Alaska ont été placés en alerte d'un éventuel déploiement au Minnesota, a déclaré un responsable de la défense à CBS News. Parallèlement, le ministère de la Justice a envisagé une collaboration à plus petite échelle avec le Pentagone dans le Minnesota en faisant appel à des avocats militaires et à des experts comptables judiciaires pour apporter leur aide dans les enquêtes pour fraude menées dans cet État. Donc voilà, là clairement Trump est décidé à faire valoir son point de vue. 16 janvier, un juge interdit aux agents d'arrêter des manifestants pacifiques ou d'utiliser des gaz au poivre contre eux. Alors, c'est toujours le problème. Ils sont pacifiques jusqu'à ce qu'ils deviennent agressifs. Quand ils deviennent agressifs, donc, ils ont le droit d'employer la force. On est d'accord. Mais lorsqu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes autour de 5 mecs de l'ICE en train d'effectuer une interpellation, et qu'on utilise beaucoup l'émotionnel, les images fortes, eh bien, ça peut lui arriver d'être, comment dire, de monter en tension. Et du coup, ça augmente la probabilité de boulette. Et là, tout le monde brandit le téléphone. Boulette, boulette, regardez, je vous l'avais dit. Un juge fédéral a interdit aux agents du DHS d'arrêter ou d'utiliser du gaz poivre et des munitions non létales contre les manifestants pacifiques au Minnesota, après qu'une plainte ait allégué que des agents fédéraux avaient violemment réprimé des manifestations contre l'application de la loi sur l'immigration. Le gouvernement a nié avoir utilisé des tactiques excessivement brutales. La secrétaire adjointe à la sécurité intérieure Tricia McLaughlin affirmant que l'agence prend des mesures appropriées et constitutionnelles pour faire respecter l'état de droit et protéger nos agents et le public contre les émeutiers dangereux. Une cour d'appel a suspendu l'ordonnance moins d'une semaine plus tard. Donc on voit que d'un côté comme de l'autre, on essaye de calmer les tensions, de faire passer certains actes, certains décrets. Là on voit, donc c'est une ordonnance.
pour essayer d'apaiser le problème, c'est que tout le monde tire encore une fois la couverture à soi et on arrive à la situation qu'on voit actuellement. Et vous voyez, on est encore loin de la fin de l'article, il se passe beaucoup de choses. 16 janvier, le ministère de la Justice enquête sur Frey Waltz et d'autres responsables du Minnesota pour obstruction présumée des agents de l'immigration. Encore une fois, on obstrue des agents fédéraux. Waltz et Frey ont dénoncé l'enquête, le qualifiant d'intimidation politique. Donc on voit d'un côté comme de l'autre, on essaye de plus en plus de grappiller du terrain. Le problème, c'est que du coup, l'opinion publique se polarise de plus en plus et on va arriver petit à petit à une situation insurrectionnelle, voire des prémices d'une guerre civile. Une semaine plus tard, le ministère de la Justice a assigné à comparaître les bureaux de Waltz, Frey et d'autres hauts responsables étatiques et locaux, dont le procureur général du Minnesota, Keith Ellison. 18 janvier, donc on avance, on est à 10 jours d'aujourd'hui. Des manifestations anti-ICE perturbent un office religieux provoquant une répression du ministère de la Justice. Le 18 janvier, un groupe de manifestants, furieux de la présence de l'ICE au Minnesota, a fait éruption dans une église de Saint-Paul, perturbant un office dominical. Les manifestants ont déclaré avoir ciblé l'église Cities Church car un homme présenté comme pasteur semblait également travailler pour l'ICE. Alors, on a du conditionnel semblait et ils arrivent à en interrompre un office religieux. Donc, encore une fois, montée des tensions, provocation, et on en arrive à quoi ? Toujours cette fameuse montée des tensions. Et là, ils s'attaquent en plus à un office religieux. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très important, l'aspect religieux, bien plus que chez nous. La manifestation qui a poussé des familles avec enfants et d'autres fidèles à quitter l'église a été largement condamnée par les conservateurs et l'administration Trump. En fait, tout le monde, d'un côté comme de l'autre, donne à manger à cette situation explosive. Moi, des fois, je me demande si c'est pas voulu tout ça. C'est une théorie un peu complotiste, mais n'empêche que elle se tient. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un effondrement systémique économique. Petit à petit, ça va être de pire en pire, et donc du coup, ça permet de détourner l'attention. La manifestation qui a poussé des familles avec... non, ça j'ai déjà dit, pardon, excusez-moi. Le ministère de la Justice a également annoncé son intention de poursuivre l'ancien présentateur de CNN, Don Lemon, qui se trouvait dans l'église au moment des faits. Lemon a déclaré qu'il couvrait la manifestation. 3 personnes ont été arrêtées au niveau fédéral quelques jours après la manifestation, mais un juge d'instruction fédéral a refusé de signer les mandats d'arrêt visant 5 autres personnes, dont Lemon, selon des sources de CBS News. Des procureurs fédéraux ont demandé à la Cour d'appel d'ordonner au tribunal de première instance de délivrer des mandats d'arrêt restants, les mandats d'arrêt restants, mais un collège de juges a rejeté cette demande. Toujours le 18 janvier, un citoyen américain arrêté par l'ICE sous la menace d'une arme. Des agents de l'immigration ont fait irruption dans une maison à Saint-Paul, dans le Minnesota, et ont arrêté Chongli Scott Tao, un Américain d'origine Hmong et citoyen américain, sous la menace d'une arme à feu, sans mandat, a rapporté l'Associated Press. Et vous voyez, à droite aussi, on abuse de la situation, et sans mandat, on va arrêter quelqu'un. Et forcément, ça fait les choux gras de la gauche qui va utiliser des images très fortes pour avancer son agenda. Et à droite comme à gauche, il y a des boulettes, il faut le reconnaître, et ça ne fait qu'exacerber les tensions. Les images de Tao, 56 ans, menotté et sorti de chez lui, vêtu seulement d'un sous-vêtement, sachant qu'il fait très froid aux États-Unis, de grocs et d'une couverture sur les épaules dans la neige, ont suscité l'indignation envers l'ICE et relancé les interrogations sur les méthodes de l'agence. Tao a été libéré par la suite. Effectivement, encore une fois, ça marche pour les deux côtés. Est-ce qu'il ne pouvait pas juste le laisser s'habiller, l'emmener, et du coup il a été libéré parce que il était dans les règles. Il était dans les clous. Et là, désolé, mais la droite, vous avez fait de la merde. Donc les agents de l'ICE ont fait de la merde. Ont fait une action complètement inhumaine. Et qui, du coup, ne font que donner du grain à moudre aux anti-ICE. À un moment, comment voulez-vous que les tensions ne montent pas ?
C'est évident que ça va monter si c'est pas fait comme il faut. Je dis encore une fois, on est toujours sur la légalité et pas la moralité. Ce qui s'est passé là, sans mandat et le foutre à moitié à poil dehors, je suis désolé, mais c'est complètement illégal. Et donc du coup, ça discrédite le reste du travail qui, lui, pourrait se faire dans la légalité. En respectant le principe, comme on l'a vu, de la légitime défense, au cas où effectivement il y a des personnes, et on va le voir plus tard, armées ou qui font sur les agents, en tout cas d'après ce que dit la droite. C'est tout un gloubi-boulga d'événements et c'est en train de monter crescendo. Et c'est en train d'arriver en France aussi, vous allez le voir. Le département de la sécurité intérieure a décrit l'incident au domicile de Tao comme une opération ciblée visant 2 délinquants sexuels condamnés qui, selon lui, vivaient à la même adresse. Il a été également affirmé que Tao correspondait à la description du suspect. La famille de Tao conteste fermement que les suspects aient résidé à cette adresse. Donc, c'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un qui est suspecté de délinquance sexuelle aussi. Est-ce que ça empêche de l'habiller le temps de vérifier? Non. Mais on peut comprendre qu'il y a une enquête qui est faite. Après, il faut un mandat aussi, s'il y a suspicion. C'est compliqué cette histoire. Hein. Le lendemain, 2 lanceurs d'alerte ont révélé qu'en mai 2025, l'ICE avait discrètement diffusé une note autorisant ses agents à pénétrer de force dans les domiciles sans mandat judiciaire. C'est une note, ce n'est pas une loi ou une ordonnance où il y a plein de termes différents pour ces trucs-là, je m'y perds un petit peu. Mais en tout cas, il y a une note qui l'autorisait. Donc les agents de l'ICE, en soi, étaient dans l'illégalité, mais on respectait des ordres. C'est compliqué, hein, cette histoire, hein, je vous l'avais dit. Hein. Lors d'opérations visant des personnes faisant l'objet d'un ordre d'expulsion. Cette directive marquait une rupture radicale avec les règles établies de longue date, censées garantir le respect du 4e amendement, et c'est là que c'est important. On est dans le non-respect d'un amendement, et Dieu sait qu'aux États-Unis, le respect des amendements, notamment le second amendement sur les armes à feu, il me semble que c'est le second amendement, ou le premier, je sais plus. Mais en tout cas, ça c'est très 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 respecté aux États-Unis. Effectivement, là on joue quand même un petit peu avec les règles américaines qui sont beaucoup plus strictes qu'en France, attention. Hein. Et en France c'est encore différent. Lequel a longtemps été interprété comme interdisant aux forces de l'ordre de pénétrer dans une propriété sans mandat, privée, sans mandat judiciaire. On arrive au 20 janvier. L'ICE a placé en détention un garçon de 5 ans avec son père. Alors, vous allez voir, j'ai une analyse qui risque peut-être d'en choquer certains, mais qui n'est pas illogique. Le 20 janvier à Minneapolis, une équipe d'agents de l'ICE a arrêté un Équatorien et son fils de 5 ans, Liam Canejo Ramos. La vidéo et les photos de l'incident montrant Liam portant un bonnet bleu à motif de lapin et son sac à dos d'écolier ont suscité l'indignation nationale et soulevé des questions quant aux personnes ciblées par l'administration Trump dans sa campagne d'expulsion massive. Euh, Ils n'ont pas arrêté le gamin, ils ont arrêté son père. Ils allaient faire quoi? Laisser le gamin tout seul au domicile? Ben non, ils emmènent le gamin pour le laisser avec son père, ça paraît logique. Même si je ne sais pas quelle est la situation du père. Est-ce que le gamin est né aux États-Unis? Mais l'image, effectivement, est très forte. Moi, j'ai un petit garçon de 6 ans qui a 1 an de différence. Et moi, je sais que par contre, c'est le genre d'images qui peuvent traumatiser un enfant. Je ne sais pas comment s'est passée l'arrestation, j'étais pas là. Moi, quand je vois ça, oui, c'est sûr, quand on fait appel à l'émotionnel, moi, je vois ça, je trouve que c'est indigne. Pauvre petit gamin, il a rien demandé. Il fait mal au cœur, il a une bonne petite bouille. Mais oui, mais il faut arrêter de penser une situation complexe avec de l'émotionnel. L'émotionnel n'apporte jamais rien de bon dans ce genre de situation. Effectivement, moi, ça me choque quand je vois un gamin qui est emmené avec son père, qui est arrêté. Mais il faut arrêter. À un moment, lorsqu'il y a arrestation, on laisse pas les enfants tout seuls. Et lorsqu'on potentiellement on expulse une personne en situation irrégulière, illégale, on doit emmener son petit garçon de 5 ans avec. Je sais, ça peut vous paraître dur comme parole, mais est-ce que vous trouvez que c'est finalement stupide?
Là, on a joué sur l'émotionnel et il faut pas jouer sur l'émotionnel. Alors oui, ça me fait mal au cœur pour le petit Liam qui a l'air d'être un très gentil petit garçon, mais la situation est plus complexe que on a arrêté un petit garçon de 5 ans. Bref, deux versions contradictoires de l'incident ont rapidement émergé et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez avoir une version de droite, Amérique, Trump, et de gauche, démocrate, pro-immigration et très à gauche, forcément. Selon les autorités fédérales, l'ICE a ciblé le père de l'homme et non Liam et l'a accusé de séjour illégal aux États-Unis. Illégal. Alors peut-être qu'il y aura enquête et peut-être qu'ils seront libérés, mais dans ce cas-là, on ne prend pas des photos pour jouer sur l'émotionnel. Sinon, ça veut dire que on ne laisse pas la justice faire son travail. Alors, on peut être pour ou contre Trump. C'est pas le problème. Moi, je suis quelqu'un qui essaye d'être le plus impartial possible dans cette situation. C'est pas évident parce que ceux de gauche vont me dire ouais, t'es pro-Trump, gna 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 gna, et ceux de droite vont me dire ouais, t'es pas assez dur, t'es trop gentil, t'es un gauchiste, etc. J'ai le droit à ça tout le temps. Il faut réfléchir au-delà du clivage politique. D'après leur version des faits, le père de Liam a tenté de fuir l'ICE et a abandonné son fils dans une voiture. Après l'arrestation du père, l'agence a déclaré que les agents de l'ICE ont essayé de convaincre la mère de Liam de prendre son fils, mais qu'elle a refusé. Donc là, on a la version Trumpiste. Maintenant, on va voir la version gauchiste. D'après les personnes qui ont parlé à la mère, celle-ci avait peur d'ouvrir la porte aux agents de l'ICE, craignant d'être arrêtée elle aussi. Des associations et des responsables scolaires ont accusé l'ICE de vouloir utiliser Liam comme appât et ce que l'ICE a démenti. Et quand c'est comme ça, c'est très compliqué d'avoir la vraie version, parce que finalement, les deux peuvent être vrais. C'est pour ça que je vous demande, quand vous écoutez ce genre de vidéo dans laquelle je parle, d'être le plus détaché possible du côté émotionnel et d'essayer de voir le rationnel. Le rationnel, c'est que on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Liam et son père sont actuellement détenus dans un centre de rétention pour famille géré par l'ICE au Texas. CBS News a rapporté qu'ils font l'objet de procédures d'immigration en cours et qu'ils ne peuvent pas être expulsés légalement pour le moment. Voilà, il y a l'enquête, c'est en cours de régularisation. On évite, quand c'est comme ça, d'utiliser l'émotionnel. Événement récent, on est au 24 janvier, donc il y a 4 jours, et là vous allez voir, on est encore monté crescendo. Quelques semaines seulement après la mort de René Good, une deuxième personne a été abattue par des agents de l'immigration. Alex Pretty, un citoyen américain de 37 ans qui travaillait comme infirmier en soins intensifs. Alors, je vais ressortir un article que j'ai partagé et vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. Ah non, je ne l'ai plus. Merde, je l'ai pas sauvegardé. Ah si, il est ici, excusez-moi. Hop, copier, hop, coller, tac. Voilà. On va le voir après. Mais vous allez comprendre. Tac. Une vidéo de l'incident montre Pretty debout au milieu d'une rue de Minneapolis, son téléphone à la main, en direction des agents de l'immigration. Donc il est filmé. Ce que je vous ai expliqué, c'est maintenant ce qui arrive systématiquement dès qu'il y a une arrestation. Il y a plein de gens en train de filmer, de provoquer, et ensuite de montrer les images, du coup, choc, parce qu'ils vont montrer le moment de l'interpellation et pas le moment de la provocation. Faut quand même l'admettre. Que vous soyez pro-ICE ou anti-ICE, il faut admettre que c'est ce qui se passe. Dès que les agents de l'ICE se pointent quelque part, tout le monde essaie de monter le truc en épingle. Les vidéos de l'incident montrent que Pretty, debout au milieu d'une rue, après avoir repoussé ainsi que plusieurs autres personnes, après avoir été repoussé ainsi que plusieurs autres personnes, il a été plaqué au sol par un groupe d'agents et a semblé se débattre tandis qu'il tentait de lui immobiliser le bras dans le dos. Il a ensuite été abattu de plusieurs balles. Alors, on va voir la suite parce que c'est pas aussi simple que ça. Noem a affirmé que Pretty s'était approché des policiers avec une arme de poing et on le voit dans les vidéos, il avait effectivement une arme de poing. Lorsque tu as une arme et que tu vas... Alors, aux États-Unis, c'est un droit, je suis d'accord. Mais si tu commences à provoquer des agents et que tu as une arme sur toi, ce qui s'est passé, c'est qu'un des agents criait weapon, weapon ou gun, gun, gun. Je sais pas ce qu'il a dit exactement, mais il a effectivement dit qu'il avait une arme. Et donc forcément, les mecs, il y a une arme, papa, papa. On est aux États-Unis, le pays des armes à feu,
Et donc du coup, la légitime défense est beaucoup plus facilement caractérisée qu'en France. Il faut voir avec notre vision, il ne faut pas regarder avec notre vision européenne, mais avec une vision américaine. Noam a affirmé que Pretty s'était approché des policiers avec une arme de poing et avait réagi violemment lorsqu'ils ont tenté de le désarmer, forçant ainsi l'agent à faire usage de son arme en état de légitime défense. Les vidéos visionnées par CBS News ne montrent pas Pretty armé avant la fusillade, et une vidéo prise juste avant alors que les policiers étaient aux prises avec Pretty semble montrer un agent se penchant dans la mêlée les mains vides avant d'en ressortir armé. Les autorités policières ont déclaré que Pretty était en possession d'une arme à feu en règle et détenait un permis de port d'armes. Il avait une arme ou il n'en avait pas, vous voyez, c'est un peu contradictoire. Alors, je ne vais pas vous montrer, ça on en parlera après, mais voici la vidéo pendant l'arrestation. Et là, on voit clairement qu'est-ce qu'il avait dans les mains, une arme à feu, en l'occurrence un 9 mm. Alors, je vais vous remontrer tout ça après. Ces tactiques sont manifestement dangereuses et suscitent beaucoup d'indignation et de peur au sein de la communauté, a déclaré le chef de la police de Minneapolis, Brian O'Hara, à l'émission Face the Nation with Margaret Brennan, ajoutant que même si une enquête concluait finalement que la fusillade était légale, cela pourrait ne pas avoir d'importance en raison de l'indignation et de l'inquiétude considérable suscitée par ce qu'il se passe en ville. Et là, clairement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un tribunal populaire, et que du coup, même s'il est prouvé qu'il avait une arme et que du coup l'agent de l'ICE était en état de légitime défense, le tribunal populaire de gauche a déjà choisi qu'ils allaient ignorer complètement cela. Et par contre, de l'autre côté, on a déjà décidé que, avant même d'avoir un jugement clairement rendu, que de toute façon il avait une arme, donc il est forcément coupable. C'est pas aussi simple que ça, et le tribunal populaire est rarement bon. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on a vu à gauche? C'est Alex Pretty, l'infirmier, qui aide les vétérans à marcher. Voilà l'homme si dangereux abattu par ICE, meurtre justifié par Kristi Noem. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On le voit en train d'aider des personnes, ayant perdu leurs jambes, des vétérans. Sauf que, contexte, cette vidéo est une image IA. Le drapeau national américain a 13 bandes, 7 rouges et 6 blanches. Celui-ci en a 11, 6 rouges et 5 blanches. Donc, en fait, c'est une vidéo modifiée, truquée par IA. Bon, bien sûr, après, on nous parle d'un homme qui était là, voilà, un infirmier qui aide les vétérans, il aidait les grands-mères à traverser la route, et il était tout très gentil. N'empêche qu'il était avec une arme à feu, présent pour empêcher une interpellation. On peut nous dire que oui, c'est totalement impartial, qu'il aidait des gens. Alors on nous a dit il aidait quelqu'un qui était blessé, qu'il voulait sortir cette personne de la manif. Il était là pour l'ICE. Clairement, c'est un anti-ICE. Et on a donc des photos de cette personne donc qui était clairement affichée à gauche avec tout le pack qui va avec. Alors, à vérifier. Là, j'aimerais bien avoir la source. À la bonne blague, son directeur d'hôpital s'est exprimé depuis sur Alex Pretty. C'est pour ça, je vous dis, que ça soit à droite comme à gauche, c'est costaud. Hein. C'est très, très costaud. Le dossier est ultra complexe. À la bonne blague, son directeur d'hôpital s'est exprimé depuis sur Alex Pretty, je l'avais déjà dit, pardon. Il a été licencié il y a 3 mois après de multiples plaintes pour comportement inapproprié. L'infirmier Alex Pretty était un pédophile qui pratiquait des accouchements sur de jeunes enfants, une honte. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, l'info est à vérifier. N'empêche que, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit ? Les gauchistes qui vont nous montrer les bons côtés de ce monsieur, cette image idyllique de l'homme qui sauve des vétérans, en trichant, c'est un peu con. Et là, on nous montre, sans source ni preuve, et moi vous le savez, je tiens aux sources et aux preuves, on a les droitards qui nous montrent les mauvais côtés de ce monsieur-là. Si c'est vrai, c'est honteux. Et du coup,
on va tout simplement faire, et c'est pour ça que j'aime bien, qu'on le veuille ou non, et j'en parlais hier dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Est-ce vrai? Voilà, on demande à Grok, est-ce que cette affirmation est vraie? Quand même pas mettre de faute d'orthographe. Tac, et on va voir si c'est vrai ou pas. En tout cas, on va essayer d'avoir des sources par rapport à ça, mais c'est pour vous dire que là, on a les gauchistes et les droitards qui sont en pleine bataille de l'image. Et c'est très important, c'est pour ça que je fais cette vidéo qui du coup est très longue, c'est très important d'approfondir le sujet, parce que quand on essaie d'avoir une approche objective, il est important d'essayer de trouver toutes les sources. Bref, si vous voulez me suivre et venir discuter avec moi sur Twitter, enfin sur X, c'est le Nimposteur de Normandie. Voilà. Ça vous permettra de me faire un petit coucou et de venir voir comment je taquine à la fois la gauche et la droite. Oui, oui, on se marre bien. 24 janvier, Bondy formule 3 exigences pour rétablir l'ordre public. Alors on est le même jour que donc cet événement de la mort donc de ce fameux Préti. 24 janvier, voilà. Bref, dans une lettre de 3 pages, Bondy a pressé Waltz d'autoriser le gouvernement fédéral à examiner les listes électorales et les données sur l'aide sociale à du Minnesota, pardon. Et d'accorder à l'ICE un accès plus large aux prisons de l'État. Je suis convaincu que ces mesures simples contribueront à rétablir l'ordre public au Minnesota et améliorer la vie des Américains. Tentative d'apaisement. A écrit Bondy dans sa lettre au gouvernement samedi, accusant les responsables de l'État de rhétorique anti-force de l'ordre et de mettre en danger des agents fédéraux. Ce qui, on l'a vu, n'est pas totalement faux, mais il ne faut pas non plus nier que de l'autre côté, il peut y avoir des erreurs. Mais ça, c'est très français de vouloir absolument faire en sorte que, il faut rien faire parce que sinon on va faire des erreurs. Si on fait quelque chose, il y a toujours un risque d'erreur, de bavure, de boulette. Et en plus, quand il y a des provocations de l'autre côté, ça peut effectivement entraîner ces bavures. Est-ce que pour autant il ne faut rien faire? La question reste ouverte, il y a l'espace commentaire pour ça. L'administration Trump a longtemps fait pression sur les autorités du Minnesota pour qu'elles coopèrent plus étroitement avec l'ICE, qui demandait des arrestations et l'accès des agents fédéraux au centre de détention. Les responsables des services correctionnels de l'État affirment coopérer déjà avec l'ICE, mais cette coopération varie selon les comtés. Ben oui, selon que les comtés soient à droite ou à gauche, effectivement, cela peut varier. Dans un message publié le lendemain sur Truth Social, donc ça c'est le média de Trump, pardon, le genre de réseau social de Trump, M. Trump a également appelé les forces de l'ordre locales à aider l'ICE, exhortant Waltz et Frey et les responsables démocrates à travers le pays à coopérer officiellement avec l'administration Trump pour faire respecter les lois de notre nation plutôt que de résister et d'attiser les flammes de la division et du chaos et de la violence. Et je suis assez d'accord. Il faudrait que la gauche et la droite coopèrent pour que la légalité se fasse. C'est comme en France, hein. Macron avait promis pour son mandat que 100% des OQTF seraient respectés. Il n'y en a que 10% et on voit qu'il y a eu suite à cela des drames. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes sous OQTF sont méchantes et mauvaises. Ça, c'est une vision trop simpliste. Mais ça veut dire que ils sont là de manière illégale, arrivés de manière illégale, ou ont causé des problèmes, et donc du coup doivent être renvoyés dans le pays dont ils sont originaires, et là on parle pour les personnes qui viennent de l'étranger, mais quand ils sont nés en France, c'est encore plus compliqué. Mais en tout cas, ce respect des OQTF, s'il était fait de manière, on va dire, à ce que ce soit une coopération entre toutes les forces de gauche comme de droite, peut-être que certains ne seraient plus sous OQTF parce qu'ils auraient montré entre guillemets patte blanche et que tout se passe bien, et par contre qu'on puisse expulser les personnes qui sont dans l'illégalité et qui en plus posent des soucis, ça serait pas une mauvaise chose, ça permettrait peut-être une diminution des tensions, mais non, là on a la droite qui généralise les OQTF aux Arabes, aux musulmans, tout ce que vous voulez, et qui du coup ne font qu'exacerber les tensions et amènent la gauche à tenir le discours inverse. C'est
c'est le principe de la fenêtre d'Overton, à droite comme à gauche. Plus ça va à droite, ben plus ça va à gauche. Et de l'autre côté, où on nous dit tous les OQTF, faudrait les régulariser. Tout va bien, il ne se passe rien, regardez ailleurs. Ça ne peut pas fonctionner. La coopération serait le seul moyen aujourd'hui de permettre d'apaiser les tensions. Et comme ça n'arrivera pas, en tout cas, je pense que ça n'arrivera pas, eh bien, on va en arriver de plus en plus à ce genre de situation. Ça ne va faire que monter et arrivera ce qui arrivera. On risque d'arriver à des conflits très graves. Et on va le voir après avec les Black Panthers. 25 janvier, le chef de la police de Minneapolis déclare « Ce n'est pas viable ». Le chef de la police de Minneapolis, Brian O'Hara, a déclaré que les gens en ont assez et a exhorté les dirigeants à se rassembler et à trouver une solution. C'est la 3e fusillade en moins de 3 semaines, a-t-il déclaré lors d'une intervention sur Face the Nation with Margaret Brennan, qui est du coup une émission américaine, je suppose, je la connais pas. L'année dernière, la police de Minneapolis a passé toute l'année à récupérer environ 900 armes dans les rues, à arrêter des centaines de criminels violents, et nous n'avons tiré sur personne. Pourquoi ? Parce qu'ils arrêtaient des criminels et qu'il n'y avait pas de provocation. Les arrestations se faisaient sans avoir des personnes qui essayaient de bloquer cela et qui donnaient parfois du temps aux criminels. Et maintenant, c'est le 2e citoyen américain qui est tué, c'est la 3e fusillade en 3 semaines. Cette situation n'est pas tenable pour les 600 policiers de la ville, a déclaré O'Hara. Gérer tout ce chaos, en plus d'assurer la police d'une grande ville, est extrêmement éprouvant, c'est trop lourd à porter. Donc on voit, pour eux c'est pas possible, la situation monte. Et donc le 26 janvier, Gregory Bovino de la patrouille frontalière et certains agents quitteraient Minneapolis selon les sources. Parce que je pense qu'à un moment ça devient trop compliqué et qu'il faut faire descendre la pression. Le commandant des opérations et de la patrouille frontalière dans la ville, Gregory Bovino, et certains de ses agents en uniforme vert devraient bientôt quitter la région de Minneapolis selon des sources proches du dossier par CBS News. L'une des sources indiquait que Bovino avait été relevé de son commandement à Minneapolis et qu'il devait retourner dans le secteur d'El Centro en Californie où il était l'agent en chef et que l'administration Trump ne le déploie dans les grandes villes américaines dont Los Angeles et Chicago. Cette évolution fait suite à une vive polémique concernant la réaction des hauts responsables fédéraux dont Bovino à la fusillade de Preti. Bovino, sans apporter la moindre preuve, a insinué durant le week-end que Preti avait l'intention de massacrer les agents fédéraux. Et vous voyez, encore une fois, là pour le coup, sans aucune preuve, à droite, qu'est-ce qu'on dit ? Il allait massacrer les agents fédéraux et c'est la guerre de l'opinion qui va primer sur la guerre et la guerre de l'opinion et des images qui vont primer sur les preuves, le bon sens, le pragmatisme. Certaines de ces affirmations de Bovino et d'autres responsables ont été contredites par des témoins et des images de vidéosurveillance. L'annonce du départ imminent de Bovino est survenue quelques heures après que le président Trump a déclaré que Tom Homan, le responsable de la gestion des frontières à la Maison-Blanche, se rendait au Minnesota. Là, on a jusqu'au 26 et depuis, il y a eu une autre fusillade et une personne a été touchée. Alors, elle n'est pas morte, elle a été touchée à la main et donc du coup, c'est le 4e incident qui arrive suite à cela. Alors, nous allons ensuite voir... Ils sont noirs américains. Pardon. Alors là, non, c'est une vidéo du Parisien. Donc, si on veut l'écouter, il va falloir mettre notre filtre anti-censure. Touc ! Voilà, en espérant que ce soit suffisant. On va écouter ça ensemble, les amis. C'est parti. Ils sont noirs américains. Ils sont armés d'un AK-47. Et ils se revendiquent des Black Panthers. My goal is to protect my people from ICE, police brutality, crooked politicians. Si leur tenue et leur logo vous disent quelque chose, c'est que ce mouvement a marqué l'histoire. Les Black Panthers, c'est un groupe politique fondé en 1966 par les militants afro-américains Bobby Seale et Wayne Newton. Le parti défend la solidarité, l'anticapitalisme et l'internationalisme et a été fondé pour défendre les droits civiques des Afro-Américains. À une époque où malgré tout, il y avait pour le coup de vrais problèmes de droits pour les Noirs américains. Distribution de petits déjeuners gratuits pour les enfants noirs, campagne de dépistage de l'anémie,
Le pan social de son programme est alors très important. Il s'inspire de figures comme Malcolm X et Frantz Fanon dans un contexte de radicalisation du mouvement noir face à la violence de l'État américain. Leur credo à l'époque, opter pour l'autodéfense face à la répression. Si les Black Panthers sont devenus inactifs au début des années 80, la politique menée par Donald Trump a fait ressusciter leur méthode. Des militants se revendiquant du mouvement mythique apparaissent régulièrement ces dernières années, et la mort de René Good, tué par l'ICE, la police de l'immigration américaine, les a remis sur le devant de la scène. My message is to Donald Trump, shame on you. My message to ICE, you guys are sadistic bullies, you are cowards. Des jeunes membres des Black Panther Party for Self-Defense ont été remarqués dans les rues de Philadelphie le 10 janvier pendant une manifestation dénonçant les méthodes de l'ICE. Ces dernières semaines, la branche philadelphienne des Black Panthers a accentué ses recrutements et ses patrouilles. New York, all power to the people. Chairman Paul from the Black Panther Party for Self-Defense. Le leader du groupe, Paul Birdsong, affirme être conseillé par des vétérans du parti et a été adoubé par le fils prétendu de Wayne Newton, l'un des fondateurs du mouvement. I personally cleared his chapter. There's many other elders that's part of the 1966 Black Panther Party that, vouched for. Birdsong a commencé à recruter des membres en 2020, après le meurtre de George Floyd par la police. Il a à cœur de poursuivre les services communautaires que le parti originel mettait en place. Distribution de nourriture et de vêtements, circulation, protection, des actions caritatives sont régulièrement organisées depuis 5 ans. Et ça, c'est très bien. Mais il ne se contente plus de ça. Black Panther Party for Self-Defense will be in Baltimore today with our comrades, the Young Lords, at Elwood Park at 2 p.m., serving food and Alors, free clothes. Je précise quand je dis que c'est bien, oui, mais ils le font pour les Noirs. Les Arabes, les Asiatiques, non. C'est pour les Noirs, pour leur peuple. Et là, on touche à quelque chose de très grave. C'est-à-dire que il est clair, c'est le genre de choses qui annonce clairement maintenant il y a eux et il y a nous. Vous vous rendez compte ? Il y a eux et il y a nous. On est en train de créer une scission. Et quand je vous parle de possible guerre civile, je déconne pas. Si nécessaire, le groupe est prêt à utiliser la violence pour protéger la population défavorisée. I'm outside with these guns and with these warriors I got with me actually fighting for the people, actually doing something that matters. Ses plus de 100 membres sont parfois armés lourdement. À Philadelphie, il est autorisé de se promener dans la rue avec un AK-47. I can hold my gun like this, it's the law. Philadelphia Crime Code 6108 says I can hold my long arm in my hand. Le port d'armes visible est légal dans l'État de Pennsylvanie. Si les militants semblent recevoir le soutien des communautés dans lesquelles ils sont implantés, l'utilisation du nom Black Panthers ne plaît pas à tout le monde. Misha Newton, la nièce de Wayne Newton, les a vivement critiqués publiquement et a même menacé d'actions légales. Y'all ain't no Black Panthers. Y'all don't even know your fucking history. Y'all sitting out there and want to fight for an illegal who's taking away your housing, your benefits, kicking you out of your motherfucking shit. Ce qu'elle est en train de dire, vous êtes en train de dévoyer le combat des Black Panthers, vous êtes en train de protéger des illégaux qui sont là pour prendre vos maisons, votre travail. C'est-à-dire que une personne issue de la famille d'un des fondateurs des Black Panthers est en train de vous tenir un discours pro-Trump et légaliste. C'est-à-dire que elle dit, vous êtes en train d'obstruer un mouvement, des actions légales. C'est très fort ce qu'elle dit. C'est très important. C'est-à-dire qu'elle est directement en train de dire que les Black Panthers, ce qu'ils sont en train de faire, est très grave. Et on va continuer d'en parler après. And guess what? Your day of running around here pretending and wanting to be a panther, a Black Panther, is over. Watch this. Elle soutient ouvertement la politique de Donald Trump. The reason why we're suffering is because of illegal immigration. Okay? Vous voyez, en fait, la population est extrêmement divisée là-dessus. Et c'est pas une question de race ou de quoi que ce soit. La preuve,
Les gens ont de réelles revendications par rapport à l'illégalité des migrants, tout comme en France. Vous allez trouver, à droite, de nombreuses personnes issues de l'immigration et qui disent: oui, je suis issu de l'immigration, mais là, c'est peut-être un petit peu trop. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a des montées de tension incroyables. On ne peut pas nier qu'il y a des agressions. Alors oui, il y a aussi des agressions de la part de gens français, non issus de l'immigration, c'est vrai. Mais pour autant, est-ce que c'est une raison dans un pays où le chômage est énorme, les prestations sociales sont importantes, et donc du coup, il faut trouver l'argent dans la poche de ceux qui travaillent? Est-ce que rajouter dans un pays qui a autant de chômage des personnes qui vont faire qu'augmenter le chômage, est-ce que c'est une bonne chose? Je vous pose la question. Ça mérite réflexion. Et du coup, des personnes bien implantées au sein du pays, qui travaillent, vont dire, moi j'ai pas envie de me faire voler mon travail par des illégaux. Et donc cette dame, ce qu'elle dit, on n'a pas envie de se faire voler notre travail. Et donc du coup, on veut plus d'immigration illégale. Légale, pas de problème. Tu viens, tu as du travail, tu es autorisé à venir. Ok. Vous allez la traiter de raciste peut-être. Je parle à ceux plutôt qui sont de gauche. Vous voyez, le problème est extrêmement complexe. En tout cas, c'est assez courageux de sa part quand même de s'exprimer ainsi, surtout vu l'exacerbation des tensions aux États-Unis. These Democrats have put these people to replace us. A lot of people are saying that we should not stand up against ICE because we're standing for people that aren't us. And Black Panthers only stand for black people. That is a lie. Huey P. Newton said that we are internationalists and we stand with all oppressed people no matter what color they are. That's the founder of the Black Panther Party. Des anciens Black Panthers sont également montés au créneau et ont critiqué la place occupée par Paul Birdsong. J'ai vu son ego prendre des proportions démesurées. Je l'ai vu employer le mot « jeu » au lieu de « nous ». Et ça aussi, l'effet de groupe et la pression de ce combat fait que des personnes vont émerger de ces mouvements, comme dans la politique en général. Et en général, c'est les personnes avec le plus gros ego. Et donc, vous voyez, je. Paul Birdsong cesse de prononcer nos noms et n'utilise plus jamais le nom du Black Panther Party. Nous sommes vieux, mais pas morts. All power to the people. As everyone knows, I'm Paul Birdsong. I got a message from Aaron Dixon today saying that he no longer supports us. Face aux polémiques, le leader Paul Birdsong a dû se résigner à changer le nom de son mouvement. We're going to call ourselves the Black Lion Party for International Solidarity because we will stand with the immigrants. Il a expliqué sa décision dans une vidéo. Going forward, these Panther Panthers will no longer be on my uniform. Me and my comrades stand independent. Les Black Lions comptent redoubler d'efforts pour protéger la population et s'implantent dans tout le pays. Ils ne protègent pas la population. Ils protègent des actions de l'ICE, des personnes qui sont illégales, qu'on le veuille ou non. Les antennes sont d'ores et déjà nées à New York, à Baltimore, dans le Michigan et en Californie. Because ain't nothing stopping this way. All power to the people. All power to the people. Et vous voyez, ce qui risque de se passer avec les Black Panthers là, eh bien c'est tout simplement que on va en arriver à une situation où il va y avoir une attaque contre des agents de l'ICE de la part de ces Black Panthers. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Eh bien, les actions vont se durcir terriblement de la part des républicains, de Trump. Il enverra l'armée. Et derrière, eh bien, ça ne va faire que monter les tensions avec la gauche. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas impossible. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne suis pas Madame Irma, mais on pourrait en arriver à une situation insurrectionnelle absolument dramatique. Alors, donc, je vous ai fait, on ne peut pas parler d'un résumé. Je vous ai redonné toute la situation, tout le contexte. Vous me direz, oui, mais David, c'est aux États-Unis.
on est en France. Oui, eh bien, je vous l'affirme haut et fort, plus les tensions vont monter aux États-Unis, plus les tensions vont monter en France. En France, on a déjà un pays qui est terriblement fracturé. Il y a un clivage gauche-droite qui est devenu existentiel. Allez juste un tout petit peu sur X. Vous allez voir, c'est impressionnant à quel point les tensions sont très importantes entre la gauche et la droite. Moi, je me situe au milieu. Je suis le premier à dénoncer la bêtise de la gauche en France, mais aussi la bêtise de la droite. L'inaction. Et ça m'a valu de me faire traiter de droitard, de gauchiste, de facho, de gaucho. Là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que on est très peu nombreux à être dans cet entre-deux. Ça ne veut pas dire macroniste, hein, même si je me suis fait traiter une fois de macroniste. Je suis juste quelqu'un qui essaie de comprendre la situation, d'essayer de faire à ma toute petite échelle baisser les tensions. Et je pense que le meilleur moyen pour que ça se passe mieux, pour refaire baisser les tensions, ça serait que chacun à droite comme à gauche mette un petit peu d'eau dans son vin. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va être compliqué parce qu'il n'y a plus de débat. Tout commentaire est vu comme une agression et l'insulte est très facile sur les réseaux sociaux, sous couvert d'anonymat. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer en plus? Regardez la vidéo d'hier. Vous allez avoir un réseau social qui va émerger pour mettre fin à l'anonymat parce que les gens sont en train de se battre sur les réseaux, c'est quelque chose de monstrueux. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'avoir un désaccord est totalement inacceptable, c'est vu comme une agression. En France, en plus, comme ailleurs dans le monde, mais vraiment en France, on l'a déjà vu ces dernières années avec le conflit israélo-palestinien, il y a de réelles préoccupations qui ne font que monter, accélérer le chaos en France. On projette des identités, juifs égale Israël, musulmans égale Palestine. On radicalise les slogans, on amalgame, on radicalise les menaces et on fait appel de plus en plus à l'émotionnel. Et du coup, l'État, aujourd'hui, est incapable d'avoir une ligne claire là-dessus. Et du coup, il y a de la colère de tous les côtés. Et ça ne va faire qu'accroître la fracture profonde qu'il y a déjà dans notre pays. Les réseaux sociaux, comme j'ai dit, sont devenus un champ de bataille permanent. Le pire, c'est sur X et les algorithmes le facilitent. Il y a des outrages permanents, des clashs permanents. On simplifie à l'extrême. Là, ce que je viens de vous faire, c'est essayer d'approfondir. Et je vous fais le pari, on fera un petit short là-dessus, tiens, que, arrivé à ce stade-là de la vidéo, la majorité d'entre vous aura déjà décroché. Enfin, là, je m'adresse à ceux qui sont encore là. En tout cas, on ne discutera plus, on ne va plus dénoncer, on va bloquer, on va harceler. C'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et souvent, les guerres civiles commencent par ce genre de guerre du récit. Parce que ça ne fait que monter les tensions. On ne peut plus exprimer ses opinions aujourd'hui, on ne peut plus débattre sans être taxé de tous les noms, et c'est en train d'arriver de plus en plus dans la vie réelle, et j'en suis témoin. Dès qu'on exprime une opinion nuancée comme je suis en train de le faire, si c'est des gens de droite en face, on se fait traiter de gauchiste, et si c'est des gens de gauche en face, on se fait vite traiter de facho. Et en France, avec l'immigration, on arrive à un point de plus en plus de cristallisation qui est dans un même schéma qu'aux États-Unis, mais sans armes à feu. Parce qu'en France, encore que ça pourrait arriver, mais pour l'instant, on est plutôt sur des attaques au couteau, beaucoup de menaces. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier, l'immigration est perçue par beaucoup comme une menace identitaire, une concurrence économique et une injustice sociale. Les discours politiques, en plus, sont contradictoires parce que on sent une réelle impuissance des pouvoirs politiques, on affiche une fermeté,
mais en réalité, on est totalement impuissant. Et à gauche, c'est pareil. On vit ce qu'il se passe vis-à-vis des migrants, des migrants comme une injustice sociale, comme une absence d'humanité envers ces personnes. Et donc, du coup, nécessairement, de l'autre côté du spectre politique, on va dire que ce sont des fachos, parce que ils ne sont pas humains, etc., alors qu'ils ne font finalement qu'exprimer un ressenti, tout comme à gauche. Des deux côtés, on exprime un ressenti personnel et on ne s'écoute plus. À droite, on a l'impression d'être spolié, et à gauche, on a l'impression de manquer, que les autres manquent d'humanité. Comment voulez-vous que ça puisse discuter derrière? Et le problème, c'est que l'État là-dessus est faible et lâche. Quel est le réel risque en France aujourd'hui? On en vient au cœur du problème. Aux États-Unis, on l'a vu, on est, pour moi, dans une situation pré-insurrectionnelle. C'est même les mots qui ont été utilisés par Trump. Et on est dans une situation finalement de pré-guerre civile. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un risque. En France, la désagrégation du tissu social, qui fait que nous avons un vrai lien entre les gens, est en train petit à petit de se désagréger. La violence verbale entre la droite et la gauche est en train de se normaliser. Il y a de nombreuses zones où l'autorité est contestée. Il y a une communautarisation des colères, à gauche comme à droite. On le voit en ce moment au niveau de la LFI, avec une certaine branche de la LFI racisée, comme ils disent. Donc, sous-entendu, nous, on n'a pas de race, les blancs, quoi, clairement. Eh ben, c'est en train de se communautariser au sein de la LFI. À droite, du coup, on a de plus en plus des mouvements qui sont en train de se radicaliser. Et du coup, pour certains, la justice également est perçue comme trop dure. D'autres, de l'autre côté, elle est perçue comme pas assez dure, trop faible, comme on dit souvent, faible avec les forts, fort avec les faibles. Et du coup, plus personne n'y croit. Et à un moment, ça ne va faire qu'alimenter ce feu qui est en train de grandir. Alors, on n'en est pas encore en France à la situation des États-Unis. On a globalement encore la contestation, la guéguerre, puisque c'est pas une guerre, mais la guéguerre entre la droite et la gauche est encore beaucoup sur les réseaux, sur les plateaux télé, encore très très peu dans la vie réelle. On n'a pas de structure milicienne qui apparaît en France, tout simplement parce qu'on n'a pas cette culture en France. Les institutions tiennent encore. On voit qu'aux États-Unis, c'est en train de se compliquer. Et en France, on a aussi globalement une majorité silencieuse, fatiguée de tout cela, mais pas violente. Et j'en fais partie. La France est tendue, mais est encore loin d'être au stade des États-Unis. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, quelque chose qui arrive aux États-Unis arrive petit à petit en France. La situation qu'on voit aujourd'hui en France, c'est la situation il y a 10 ans aux États-Unis. Donc ce qui arrive aux États-Unis pourrait petit à petit venir en France. Il y a des pistes de sortie de cette situation. Mais c'est pas gagné. Il faudrait déjà une plus grande clarté politique. Que, clairement, notre gouvernement, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question. Moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mais, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, il faudrait que les politiciens disent clairement ce qu'ils vont faire et qu'ils fassent clairement ce qu'ils ont dit. Parce que là, on est un petit peu dans un jeu du... on veut blesser personne, mais avoir cette position trop en même temps, façon macronienne, eh ben, on en arrive finalement à ne pas dire grand-chose, à ne pas faire grand-chose. On maintient le statu quo, sauf que derrière, la pression, elle augmente et on ne fait rien pour l'endiguer. Il faut réaffirmer, pour sortir de cette situation, une autorité juste et non pas idéologique. Il faut remettre en avant le réel et non pas le symbolique ou l'émotionnel. Et il faut recréer des espaces de dialogue hors réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, ces espaces de dialogue, c'est
Chez CNews, on invite quasiment que des gens de droite. Et sur d'autres chaînes, plus à gauche, on invite que des gens de gauche. Et du coup, bah, forcément, les gens ne se parlent pas. Est-ce qu'on va réellement vers une guerre civile? Je ne sais pas. Est-ce que je le souhaite? Bien sûr que non. Il n'y a pas pire qu'une guerre civile. Est-ce que je le crains? Oui, bien sûr. Et quelle est la solution? Bah ça, c'est pas si simple. Déjà, essayez d'avoir de l'esprit critique. Essayez, comme je le fais, d'analyser la situation dans sa globalité. Essayez, même si c'est pas évident, de ne pas prendre parti. On a forcément un avis. J'ai un avis, je vous l'exprime depuis tout à l'heure. Mais j'essaye d'être lucide sur la situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui sont encore restés jusqu'au bout, bravo, 1h20 à m'écouter. C'est pas mal. Félicitations. Et moi, en tout cas, de mon côté, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout, et d'avoir à cœur de comprendre la situation. N'hésitez pas à donner, bien entendu, votre avis, votre opinion dans les commentaires, à liker, à partager, flatter un peu les algorithmes de YouTube. Je sais bien qu'une vidéo d'1h20 ne fera pas beaucoup de vues, mais grâce à vous, ça pourrait. Donc, si vous avez accès au boost, boostez la vidéo, faites tout ce que vous pouvez. Et bien entendu, si vous voulez soutenir mon travail et si vous voulez me remercier, en dessous, vous avez un petit Tipeee et ça permet de récompenser mon travail. Là, pour 1h20, dites-vous qu'il y a eu beaucoup de préparation avant. Portez-vous bien, merci à vous et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde!